Salut tout le monde, bienvenue sur le petit plateau pour un nouveau numéro. Pour ce nouveau numéro, j'accueille les toujours excellents Alexis et Romain. Salut les gars. Salut, Salut salut tout le copain. monde. Alors, ici on est en octobre, et qu'est-ce qui se passe en octobre? En fin de saison, on a toujours le petit cadeau comme ça de fin de saison, c'est le parcours du Tour de France qui est dévoilé, hein, le parcours du Tour de France de l'année qui suit. Vous le savez, vous deux, peut-être ceux qui nous écoutent, j'en sais rien. Moi, j'ai toujours un peu du mal à me projeter comme ça en fin de saison sur la suite, mais je sais que vous faites partie, vous, de ceux qui, très nombreux, qui adorent déjà regarder ça et déjà un peu se projeter. Donc, vous voyez où je vais en venir. Je vais vous demander tout simplement de me donner un peu vos avis sur ce Tour de France. Et on va commencer peut-être avec un avis très global, comme ça. Qu'est-ce que ça vous renvoie en quelques mois, en quelques mots, pardon, ce Tour de France? Bah, écoute, en effet, moi je fais partie de ceux qui regardent, mais au fur et à mesure de la saison, j'ai différents, on va dire, degrés d'analyse. Donc je regarde une première fois ici, puis je regarde une seconde fois en décembre quand je suis en manque de vélo, puis en mars, puis voilà. Donc mon analyse est de plus en plus voilà, complète sur ce qui est, pour ce qui est du parcours. Mais globalement, ici, ben, voilà, j'ai noté que c'était un parcours quand même très compliqué, un petit peu plus de dénivelé que l'année dernière, beaucoup de montagnes et beaucoup d'arrivées au sommet. Et visiblement trois axes principaux choisis par ASO, donc bagarre entre favoris évidemment, baroudeur, vraiment un axe baroudeur très ancré, plus que les années précédentes je trouve, et un axe sprinter aussi pas mal ancré. Avec, pourquoi est-ce que je donne ces trois axes? Parce que pour moi il y a un axe qui est totalement oublié, évidemment c'est celui du contre-la-montre avec seulement 26 km qui ne sont pas plats d'ailleurs, hein. Donc vraiment les rouleurs on les met de côté. Et en voyant ce parcours, moi j'ai l'impression qu'il y a comme volonté du côté d'ASO de garder un suspense jusqu'à la dernière semaine, mais tout en offrant quelques bagarres entre favoris sur les deux premières semaines. Bagarres qui donc ne créeront pas trop d'écart. Et aussi, comme je disais, offrir beaucoup de possibilités pour les baroudeurs. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est que je trouve que les étapes pour baroudeurs sont toutes différentes et pourraient toutes couronner un type de baroudeur différent, quoi. Ok. Avant de donner la parole à Romain, en gros, simple question, emballé, pas emballé, mitigé? Plus que 2024. Je pense que ce sera un petit peu moins monotone qu'en 2024, même si c'est pas le parcours qui fait ça, c'est plus les forces en présence font que il y a quand même certains schémas qui seront répétés et qu'on pourrait voilà, dont on pourrait se lasser. Ouais. Romain, je te propose de donner ton avis en commençant d'abord par répondre à la même question. Ouais. Toi, ce tour, tu en sors avec satisfaction, je crois emballé, pas emballé, mitigé, et puis développe, bien entendu. Ouais, ben à chaud comme ça, très mitigé. Et je vais dire un peu comme Alexis. Peut-être un petit peu plus emballé quand même que quand on est sorti à la même période il y a un an, en 2024, pour le Tour 2025. Ça reste quand même malgré tout très très mitigé parce que moi, mon sentiment, c'est que ils ont voulu, quelque part, entre guillemets, corriger un peu les erreurs qu'ils ont faites dans le tracé du Tour de France 2025, mais en gardant exactement la même philosophie de tracé. Et donc, on se retrouve à nouveau, et je vais, entre guillemets, redire ce qu'Alexis vient déjà de dire, mais en tout cas en quelques mots, on a à nouveau un tour qui est très, très montagneux, avec alors 5 arrivées au sommet répertoriées, mais en fait, il y en a plus, hein, parce que quand vous voyez que dès la première étape, dès le contre-la-montre par équipe, ça se termine en haut d'une côte, c'est pas des blagues. On a la même chose pour les étapes 2, les étapes 3, enfin, qui ne sont pas des étapes qui étaient répertoriées comme étant des étapes d'arrivée en altitude. Donc, je, je suis effectivement tout à fait d'accord avec Alexis. On va se retrouver avec un Tour de France relativement similaire à celui qu'on a vu l'année passée, sauf que les écarts seront moins importants entre Pogacar et ses rivaux, parce que ce sera Pogacar qui sera en jaune, je pense, au début de la troisième semaine. Ou si c'est pas lui, ce sera un gars, mais qui n'aura au final rien à jouer dans le Mhm. top 5, voire le top 10 au général. Mais donc, il y aura déjà un écart qui sera moins conséquent, peut-être effectivement qu'en 2025, entre Pogacar et tous les rivaux derrière, parce qu'on va avoir le même genre de course. Et alors, pour euh, compléter encore ça, cette troisième semaine me fait un peu peur, dans la mesure où on a ici un tour un peu à la Giro. Ouais, Ouais. on a vraiment un parcours qui ressemble, je trouve, fort à ce qu'on a d'habitude pour les Giro, c'est-à-dire Hmm. des parcours qui ont 2 semaines qui peuvent être séduisantes,
mais qui Mhm. vont être totalement annihilés parce qu'il y a une troisième semaine dantesque qui arrive derrière. Et je vais, sans rentrer dans le détail, je suis par exemple un peu déçu de la traversée des Pyrénées qui va offrir des possibilités de bagarre, mais comme l'a très bien dit Alexis, ne devrait pas offrir d'énormes écarts. Mhm. Et si on veut clairement éviter de tomber dans un mano à mano où seul Vingegaard va pouvoir faire illusion pendant un moment, il fallait changer radicalement de façon de voir le parcours et c'est pas le cas ici. Donc, je vais peut-être totalement me tromper, mais sauf accident d'un coureur ou l'autre d'ici là, ce tour est fait pour que Pogacar triomphe à Paris avec de nouveau Vingegaard qui aura 3-4 minutes de retard, et le troisième qu'on trouvera au-delà des 10 minutes. Voilà, c'est ça qui est, je trouve, très décevant, même si je le répète, il y a quand même des corrections faites par rapport à 2025, et quand même quelques étapes, il faudrait le dire, qui sont très intéressantes sur le papier. Mhm. Mm. Pour ce qui est du suspense, pour le garder le plus longtemps possible, ils s'en cachent pas. Ils l'ont dit en interview, les organisateurs, que bah, le but c'est qu'il y ait encore du suspense et donc on fout cette double Alpe d'Huez, etc. Enfin, un final dantesque, comme tu l'as dit. Bon, je suis pas sûr que ça rajoute beaucoup du suspense. Et puis, même si on est dans un cyclisme où ça n'arrive plus vraiment, au final, ça veut dire que on joue sur. Enfin, je veux dire, les formes qui peuvent fluctuer pendant 3 semaines, bah, ne comptent pas vraiment. Mhm. Le papa Evenepoel a dit, bon, il parlait par exemple du chrono, parce que Alexis, tu parlais qu'il n'y a pas de chrono. Il disait, bon, au final, il aurait même eu 50 km de chrono, même 60 km de chrono, il dit. Avec un tour comme ça, de toute façon, c'est en montagne que ça se joue, et la dernière Bien semaine, sûr, ça peut se jouer à bien 10 minutes, sûr. quoi. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai que ce profil, moi, j'ai pas tout regardé en détail, mais c'est vrai que tout concentré comme ça sur la fin, je suis pas totalement convaincu. Mais surtout que il y a, je trouve, alors je suis peut-être pas assez connaisseur, assez fin connaisseur pour voir ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des étapes piégeuses avant cette Hmm. troisième semaine. Il y Oui. a des étapes qui sont belles, qui sont bien tracées, qui sont costaudes, mais il n'y a pas, on aura peu d'étapes avec un risque de bordure. Il n'y a pas de pavé, il n'y a pas de chemin blanc, il n'y a pas des étapes qui peuvent, en une fraction de seconde, changer le cours de ce tour. Ouais. Alors, Mhm. je sais que c'est quelque chose justement qui est plutôt apprécié par les équipes, mais c'est vrai que pour le spectateur externe et neutre que nous sommes, ça va manquer, je trouve, sur ce tour. Ouais, là, on connaît nos classiques. Il parlait justement, notamment des bordures. Tu as dit, c'est fait pour que Pogacar, enfin, pas spécialement qu'ils l'ont dessiné pour Pogacar, mais en même temps, n'importe quel parcours est pour Pogacar. C'est ça. Donc voilà. Après, parce que tu parles de pavé, de route blanche, bah, il mettrait la misère à tout le monde. Par contre, c'est vrai qu'un truc que Poitet, on connaît nos classiques, c'est les bordures. Sans dire que Pogacar est pas bon dans les bordures, mais est-ce que UAE est la meilleure équipe en bordure? Est-ce que là, et puis même en dehors de meilleure équipe, est-ce que c'est pas là où on peut peut-être le piéger? Enfin, voilà. Après, moi, je vais un peu à contresens, même si tout le monde aimerait du suspense. Je trouve qu'on dessine pas un tour contre un coureur. Je trouve Non. qu'on Non, non, dessine non, non. un tour et voilà, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, il est bon partout, quoi. Mais en tout cas, sur le risque de bordure, ils en avaient parlé dans Connaît nos classiques. Voilà, tu as évoqué un peu justement sur certaines étapes ce qui aurait pu peut-être être fait ou qui ne l'est pas, ou des belles étapes. Bah, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail. Je ne vais pas vous demander, comme ça se demande à plein d'endroits, quelles sont les étapes clés. On l'a déjà Mm. dit. De toute façon, les étapes clés, quand on voit la dernière semaine, bah, ce sera la montagne tout se décidera en montagne. Par contre, je vais vous demander bah, s'il y a des étapes que vous avez pointées. Peut-être parce qu'elle vous plaise, peut-être parce qu'il y en a une qui vous plaît pas du tout, j'en sais rien, mais une étape dont vous auriez envie de parler. Donc, allez-y, c'est votre moment. Moi, je vous écoute religieusement. Si on fait dans l'ordre, ça commence assez rapidement, que je trouve, avec la deuxième étape Mhm. qui s'achèvera à Barcelone et qui offre, je pense, on est sur une quarantaine, 45-50 derniers kilomètres qui vont être des toboggans en fait, hein, avec Mhm. la montée de Montjuïc, Montjuïc, je sais pas comment on prononce exactement, mais ça dépend si on est catalan ou bref. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui risque d'être assez spectaculaire en espérant que ce ne soit pas trop difficile pour éliminer
99% du peloton. J'espère qu'il y aura au moins une 10-15 de coureurs qui vont pouvoir rivaliser sur cette étape Mhm. et qu'on n'aura pas l'ogre slovène qui va gagner ça avec Vingegaard dans sa roue et tous les autres mecs derrière déjà à 3 secondes. Voilà, ça c'est mon espoir. Mais je trouve que voilà, cette étape-là, comme tu l'as dit, si on fait abstraction de qui sera au départ, elle est superbement dessinée. On connaît hein, ces rues-là, c'est un super terrain de jeu. Après, ça dépend, comme tu dis, de qui sera au départ. À fond. Tout à Et fait. alors, Romain, je sais que tu voulais parler de la sixième étape. Moi, en vitesse, les étapes 3 et 4, je les trouve intéressantes parce qu'il y a une vraie possibilité de changement de maillot jaune dans les Oui, deux étapes. Et possibilité pour les échapper, mais aussi pour les deux, une possibilité d'une bagarre avec le peloton qui pourrait contrôler derrière. Pour la troisième étape, ce serait plus un sprint entre costauds, enfin pour puncher plutôt, et quatrième étape, du coup, là, plus un sprint entre costauds. Il pourrait y avoir une bagarre entre l'échappée et le peloton. Et ensuite, l'étape 5 je la trouve très intéressante parce qu'elle est dessinée pour les sprinteurs, mais que dans les 40 derniers kilomètres, il y a au moins 4 difficultés dont une, 1,5 km à 7%, par exemple, située à 25 km de l'arrivée. Donc on pourrait y avoir des coups pour essayer de venir larguer les purs sprinteurs et pouvoir faire gagner des gars comme Pedersen, Van Aert, Brennan ou autres. Donc voilà, ça c'est assez intéressant, je trouve. oui. Mais c'est vrai qu'il n'y aura pas a priori de sprinter maillot jaune cette année-ci, sauf Non. si un sprinter peut-être de UAE Mhm. euh, passe la ligne en premier tout en haut. Mais comme je l'ai dit, ça reste quand même c'est-à-dire, on n'a pas fait du contre-la-montre par Ouais, équipe, mais il faut quand même important. préciser que c'est un contre-la-montre qui va se jouer comme ce qu'on voit sur Paris-Nice Ouais. depuis quelques années, c'est-à-dire que on prend le temps individuellement dans un contre-la-montre par équipe. Déjà rien que ça, je trouve ça totalement stupide. Même si ça met peut-être un peu plus de suspense ou de spectacle, mais voilà, dans ce côté parfois très rigide que peut être un contre-la-montre par équipe, je trouve que ça dénature totalement l'exercice. Mais voilà, ça c'est un autre point de vue. Par contre, Je oui, peux, juste 2 secondes, parce qu'après je vais vous écouter beaucoup sur la présentation. Moi je suis pas d'accord avec toi sur l'exercice. Moi j'aime bien cette innovation de prendre les temps individuels. Juste là où ça m'embête, c'est sur une première étape du Grand Tour où ça veut Mhm. dire pas de cadeau maillot jaune à un équipier parce qu'on va vouloir faire passer, en tout cas si tu finis tout seul, bah, le leader et les autres vont se sacrifier. Donc en fait j'aime bien ce truc-là, mais pas sur une première étape qui offre le maillot jaune. oui, et puis c'est de nouveau mettre en avant ceux qui vont effectivement, enfin c'est une autre façon de le dire, mais qui vont jouer la victoire finale à Oui. Paris. Et Mhm. Mhm. donc, tout est axé là-dessus. C'est ça qui est un peu regrettable, je trouve, sur ce tour, même si, de nouveau, on a dit il y avait des étapes intéressantes qu'elle allait suivre. Mais effectivement, a priori, pas de sprinter en jaune cette année-ci. Et alors, oui, sinon, pour la sixième étape, effectivement, je reviens sur celle-là. Donc, c'est l'étape, on va l'appeler soit du Tourmalet, soit du cirque de Gavarnie, avec cette arrivée dans la station de Gèdre Mhm. qui pour moi est une étape très, alors je vais pas dire intéressante, mais où je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Parce que pour moi, ça peut être la plus belle étape du tour, comme ça peut être un flop monumental. C'est-à-dire que j'ai vu, par exemple, dans les réactions à chaud, beaucoup de gens regretter d'avoir, avec cette ascension de Gèdre, donc on est sur du 3,7% de moyenne, hein, donc c'est plus un faux plat qu'une ascension véritable. Mais justement, de se dire, ouais, mais il aurait fallu un truc beaucoup plus costaud après le Tourmalet. Oui, ou alors, ça va obliger les gens à sortir dans le Tourmalet. D'autant que, après, il y a quand même pas mal de jours où ça va être beaucoup plus calme pour les gens qui vont jouer le général. Il y a un jour de repos qui va arriver aussi. Et donc, il y a vraiment moyen dans cette étape de faire péter les trucs. Alors, peut-être déjà dans le col d'Aspin, j'y crois pas, mais en tous les cas, au pied du Tourmalet. Et Mhm. ça peut être vraiment bien. Si on aime la grande bagarre qui commence au pied du Tourmalet, on va voir ce col mythique dans les Pyrénées qui va être escaladé enfin, un tambour battant, et avec derrière une autre ascension qui va être totalement différente, où là, c'est pas dans cette ascension-là que les écarts vont vraiment se faire. Donc on peut avoir une course qui va être très stratégique sur cette Mhm. sixième étape, mais de l'autre côté, s'il se passerait un Tourmalet, on peut avoir un sprint avec 50 mecs à l'arrivée de la plus belle étape des Pyrénées. Alors imaginez 50 mecs qui se jouent une victoire d'étape dans le Tour de France
dans la plus belle étape des Pyrénées. Je trouve ça assez hallucinant. Mais donc voilà, c'est parti de ce sentiment mitigé Ouais. Ouais. à la Et découverte de ce tour. il y a des coups tactiques possibles aussi, hein. Imaginons qu'on mette un équipier à l'avant et qu'on arrive à lâcher des concurrents dans le Tourmalet, ben, on peut vraiment l'éliminer définitivement, quoi. Oui, parce qu'il y a des fameux rouleurs qui peuvent mettre de sacrés relais dans Gavarnie, hein. Exact. Si vous mettez des Van Aert, par exemple, d'un Ouais. côté ou des Politt de l'autre, si ces Bien mecs-là sûr. sont, ou un Wellens, par exemple, si ces mecs-là sont devant et récupèrent leur leader, là, par contre, effectivement, ça peut créer de sacrés écarts. Maintenant, le plan Visma. Comme Van Voilà. Aert, c'est Van Aert à l'avant. Ouais, bah ouais, bah, c'est probable. Étape suivante que vous avez notée. À Bah, 9. rien pour 7 et 8, hein. Sprinter. Ok. La Ouais, 9, ben la Romain, tu 9, disais, ou effectivement. Alexis, je sais pas. Hein. Ou Alexis. Moi, les deux, bah, je vais te laisser la 10 du coup, parce que les deux peuvent se suivre. En gros, elles sont assez similaires tout en ayant quand même des différences. L'étape 9 je l'aime bien parce qu'elle est assez bien tracée. Elle est pour baroudeur, mais différemment de celle qu'on peut imaginer d'habitude. C'est pas baroudeur grimpeur, c'est plus baroudeur classic man, ou type costaud résistant. Donc ça, sur papier, c'est une étape très intéressante Ouais. dont j'attends beaucoup. Voilà, un peu différente des étapes de montagne où on voit une échappée gagnée. Et ici, c'est vraiment, on parlait dans un épisode précédent d'Abrahamson, par exemple, ben, voilà, c'est le type d'étape sur lequel il peut aller briller. Lui et ses semblables. Oui. Voir un Ben Illy, mais Ben Hein. Illy, maintenant, il va être attendu au tournant. Mais c'est vrai que c'est, c'est- je sais pas si c'est la plus belle étape de ce tour sur papier, mais moi, je l'adore parce que je trouve que c'est le genre d'étape qui peut nous réserver plein de choses. Mhm. Euh, on peut avoir de la bagarre à tous les échelons de la course. Et c'est clair que, a priori, c'est une étape pour baroudeur, mais en plus, elle est placée la veille d'un jour de repos. Et donc, ça peut motiver effectivement les favoris qui auront perdu du temps peut-être quelques jours avant dans le Tourmalet, ou en tout cas dans l'étape de Gèdre, ben, d'essayer de quelque chose. Et sur des profils où on n'a pas des côtes à du 10% tout le temps, où c'est pas des profils de côte où, à tous les coups, bah, c'est quand même Pogacar le plus fort, c'est quand même Vingegaard le deuxième. On a vraiment là un circuit qui est très ouvert, et ce genre de circuit, je répète, sur papier, c'est vraiment un truc que je trouve hyper intéressant, et c'est vraiment ce genre d'étape qui pourrait, je pense, piéger sans bordure, sans pavé, sans chemin blanc. C'est ce genre d'étape qui peut éventuellement pardon, piéger les grands favoris que sont Pogacar en numéro 1 et Vingegaard en numéro 2. Et je regrette vraiment profondément qu'il n'y ait pas plus d'étapes numéro 9 sur ce Tour de France, qui va se dérouler dans la Creuse, qui est en plus un département qu'on traverse rarement, hein, je pense, pour le Tour de France. Donc, moi, je suis très très curieux aussi de cette étape numéro 9, plus encore que l'étape numéro 10. J'enchaîne directement, puisqu'on a, voilà, Alexis, tu avais lu les deux. Donc l'étape du Massif central, qui va proposer le même, comment, la même conclusion que ce qu'on avait vécu en 2024 quand Pogacar avait été battu au sprint par Vingegaard. On se rappelle que le Slovène avait attaqué je ne sais plus si c'était le Puy-Marie ou le col de Perthus, enfin peu importe. Et ben, Vingegaard avait progressivement refait son retard, sans doute petit coup de fringale de la part du Slovène, pour au final aligner au sprint. C'est une étape qui nous avait fait dire à ce moment-là, oh ben, en fin de compte, le Tour de France n'est pas fini. Je ne pense pas que Pogacar se fera avoir une deuxième fois. Donc, j'attends de voir évidemment ce qui va se passer. Mais enfin voilà, c'est de nouveau une étape qui effectivement est très spectaculaire dans son tracé, sans proposer non plus des cols à plus de 2000 mètres avec des ascensions très longues. C'est souvent des ascensions vraiment très courtes. Et donc, c'est pas forcément là où on aura le plus d'écart à l'arrivée. Mais par contre, là, les favoris n'auront pas le choix. Ils vont devoir se montrer. Et là, en revanche, ce sera au lendemain d'un jour de repos, où on sait que parfois certains ont les jambes un peu lourdes. Et donc, ça pourrait être aussi une étape intéressante. Ouais, Euh, on on fait une approche. petite pause de sprinter ou... Oui, tout à fait, Ok, 11-12, ça je me disais c'est bien, ça devait arriver. 11 et 12, ça c'est sûr, c'est sprinter. Par contre, 13, justement, moi, c'est le genre d'étape, bah, on peut la détester, mais moi je la trouve intéressante parce que c'est une étape qui est toute plate pendant 148 km.
puis ça va légèrement monter, et puis surtout, à 165 km, il y a le Ballon d'Alsace, 9 km à 6,8%, dont l'arrivée est située à 30 km de l'arrivée, enfin, dont le sommet, pardon, est situé à 30 km de l'arrivée. Ce qui veut dire que bah, il y a des sprinteurs qui vont essayer de s'accrocher ou en tout cas de basculer pas très loin pour revenir dans la descente, mais qu'il y en a d'autres qui vont vouloir faire un train pour qu'il n'y ait pas de sprinter et donc on pourrait avoir un peloton, un petit peloton avec un sprint entre costauds sans sprinter pur. Donc voilà, ça va être tactique, ça va être un gros combat entre ceux qui veulent être là et ceux qui veulent que ceux qui veulent être là ne soient pas là. Donc ça peut être intéressant. Ouais, moi, mon sentiment, c'est que cette étape aurait pu être intéressante si elle avait été placée en début de tour. Mm. Parce Mhm. que j'ai l'impression que même sans mettre un train, je vois pas un sprinter pur s'accrocher dans le ballon d'Alsace. Non, mais tu C'est, vois, par exemple, imagine un Pedersen, on ne sait même pas s'il sera là. Un Pedersen, il peut essayer de s'accrocher, mais d'un autre côté, tu as un Pidcock qui voudra pas que Pedersen s'accroche, tu vois. Donc ça peut quand même apporter un espèce de combat entre deux types de coureurs, quoi. ouais, ouais. Mais Mais en effet, les effectivement, sprinters purs, c'est peu probable. ouais, je vois plus effectivement un Pidcock s'imposer à Ouais, Belfort qu'un Camerlire. Pedersen. Ouais. Ah Non, oui, pardon. oui. quand même, oui. Ah, ça dépend. Si Merlier a 10 minutes d'avance au pied du col et qu'il est tout seul, pourquoi pas? Pourquoi Pourquoi pas? pas? Par contre, quitte à parler effectivement des Vosges, puisque Belfort est à l'entrée des Vosges, l'étape 14, Mhm. euh, c'est celle qui me fait dire que l'étape de la Creuse n'est pas la plus belle. Pour moi, c'est sur papier peut-être la plus belle étape parce que c'est une étape de Ouais, montagne. Alors, elle est très courte, hein. C'est 155 km, donc ça risque d'être un peu explosif. Et ça ne fait que monter-descendre. Mais c'est jamais des très 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 longs cols non plus. Et c'est c'est ça qui va parfait. être intéressant. C'est vraiment, quitte à parler de haute montagne, c'est vraiment ce genre d'étape-là qui, pour moi, peut offrir du suspense de nouveau à tous les échelons de la course, mais où il y aura une vraie bagarre entre favoris. C'est impensable, d'autant que je crois que c'est de nouveau une veille de jour de repos ou presque. Mais c'est impensable qu'il n'y ait pas une grosse bagarre entre les favoris, comme c'est pas impensable qu'une échappée aille au bout de cette étape. Mhm. Ça risque d'être assez spectaculaire. C'est vraiment l'étape des Vosges, la numéro 14, et l'étape en Creuse, la numéro 9. C'est vraiment les deux étapes que j'ai marquées d'une croix rouge. Il faut que je prenne congé ces jours-là au niveau du boulot. Hein? Mhm. Oui, pareil, je l'adore. C'est typique le genre d'étape, on en a déjà Et parlé, toi, typique le Alexis, ouais, genre d'étape qu'on aime bien, quoi. euh, bon, Romain est déjà en train de poser ses congés. Alexis, t'as posé des congés des autres jours encore ou Bah, pas pour la 16e étape, hein, vu que c'est le chrono et que, et que voilà, bon, évidemment, je le regarderai. Mais non, voilà, 14e étape, j'avais noté très très belle. 15e, beaucoup moins parce que c'est une course de côte que Pogacar va écraser. Et par contre, la 17, moi, je l'avais noté, alors rien à voir avec les favoris, mais c'est une étape de plaine, entre guillemets, mais quand même avec du dénivelé. J'ai pas le D+, ici, mais t'as le col de Pré, 3,5 km à 6,6%, et ça monte depuis le début avant ça. Tu as 8,6 km à 2,8%, et puis voilà. En gros, c'est pas des cols, c'est même pas très raide, mais ça monte ou ça descend tout le temps. Et donc, vu que on aura des équipiers fatigués, on sera en troisième semaine, ça va offrir un vrai combat entre les échappés et certaines équipes qui voudront arriver au sprint, notamment Alpecin. Et ça me rappelle la victoire d'Asgreen avec Alpecin derrière qui n'arrive pas à revenir. On pourrait vraiment arriver avec le même genre de scénario ici. C'est d'ailleurs Ok. peut-être la dernière possibilité pour les sprinteurs, hein. Ouais, Parce ah oui. qu'après, on n'est plus que sur des arrivées en altitude et sur Paris, où on nous a remis 3 fois Montmartre. Bon, on a quand même rajouté un tour des champs cette année-ci. Ouais. Mais comme on a vu comment ça s'est passé l'année passée, et puis on ne peut pas imaginer que Pogacar, pour la deuxième fois, allait se filer Montmartre. Mhm. Donc c'est sans doute ici, effectivement, c'est à Voiron, hein, je pense qu'arrive cette 17e étape, de voir là la dernière chance des sprinteurs. Ouais, tout à fait. Euh, Deux questions. Euh, Comme ça, vite fait, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de la double Alpe en 2 jours? Donc l'avant-veille, la veille de l'arrivée et l'avant-veille de l'arrivée. Est-ce que c'est ridicule? Est-ce que pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas encore sûr d'avoir arrêté mon avis. Je pense qu'ils ont voulu passer de l'autre côté.
par la Sarenne, ce qui est une très bonne idée parce qu'on ne le fait pas et que, perso, je ne sais pas, mais tout le monde le voulait, donc j'imagine qu'il y a des raisons. Mais après, à mon avis, c'est marketing. On prend l'Alpe d'Huez, donc il faut passer par les 21 virages. Donc C'est on fait... exactement ça. ouais, voilà. C'est, je crois que c'est Christian Prudhomme qui a répondu à une interview sur je ne sais plus quel média, je suis désolé de ne pas le citer, mais qui disait qu'effectivement, ils ont d'abord tracé cette étape, qui est l'étape du Tour, qui est 5600 ou 5800 mètres de D+, c'est un truc abominable, la veille de l'arrivée, enfin, je veux dire, on va voir le groupe est hors délai ce jour-là, c'est pas possible autrement. Ouais. Mais donc, on va avoir cette étape de folie avec la Croix-Frie. C'est même pas le Blandon, donc c'est la Croix-Frie, donc c'est encore plus costaud. Avec le Galibier par son versant le plus costaud, dont notamment le Télégraphe. Bon souvenir Ouais. pour Pogacar. Ouais, c'est assez Euh, monstrueux. et puis après, on revient effectivement, on fait Sarenne. Mais alors, en plus de Sarenne, au lieu de descendre sur le Bourdoisan, on va encore rechercher effectivement la station de l'Alpe d'Huez. Parce que la volonté à Diepredum, c'était de terminer cette étape-là à l'Alpe d'Huez. Et jusque-là, bon, ma foi, c'est champagne, feu d'artifice, c'est le dernier jour. J'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est que les 2 jours avant, c'est déjà des courses de côte. Mhm. Dont effectivement, la veille, une course de côte à l'Alpe d'Huez, parce qu'à Diepredum, on ne peut pas aller à l'Alpe d'Huez sans faire les 21 virages. Les gens n'auraient pas accepté. Bon, déjà, les gens, ils prennent ce qu'on leur donne et puis c'est tout. Mais je- je- alors oui, c'est vrai que c'est mythique l'Alpe d'Huez. On en sera en 2026, donc ça fait les 40 ans de la victoire de Bernard Hinault. Je pense que ça fait aussi les 70 ans, un truc comme ça, de la première ascension de l'Alpe d'Huez, enfin pas 70 ans, mais je sais plus combien. Euh, mais je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il y a tellement d'autres trucs à faire dans les Alpes que de devoir se Mhm. farcir 2 fois l'Alpe d'Huez, même si, attention que donc Oui, cette fameuse étape du Tour, là, l'étape numéro 20, on va faire uniquement les 3 ou 4 derniers kilomètres. Donc on mais c'est arrive ça, c'est pas la même déjà via chose. Sarenne, on arrive déjà dans la station pratiquement, hein. Donc tous les virages qui sont numérotés, qui sont les vrais virages à lacet, on va les skipper, on va arriver directement dans les habitations en fait de la station de l'Alpe. Donc Mhm. ouais, je suis pas chaud. Mais je comprends effectivement la volonté de faire arriver cette étape grandiose dans Ouais. l'Alpe. Et je comprends que, quitte à aller sur l'Alpe, il faut faire une fois l'Alpe complète. Mais voilà, du coup, je trouve ça un petit peu dommage. Et, euh, et je répète, on a encore en plus l'avant-veille Orsières-Merlette, qui n'est pas le plus compliqué, mais qui sera la seule difficulté. Donc, ce serait une course de côte là-bas. Alors qu'on mette une course de côte à la planche des belles filles, on a un truc de 7-8 km très raide, ok. Or, sur Mélène, je vois pas trop l'intérêt. Et donc, bah, du coup, tu vas avoir effectivement un trop-plein d'Alpe d'Huez, quoi. Il y avait tellement d'autres trucs à Mm. côté. Mais enfin, voilà, c'est un autre débat. Les baroudeurs vont s'imposer à l'Alpe. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Ça veut dire qu'il y aura une des deux fois où ce sera au moins pour les baroudeurs. Euh, Mhm. Dernière question. Euh, on retourne à Montmartre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je comprends, je comprends, enfin, vu l'aspect populaire, vu comment ça a eu beaucoup de succès. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un compromis entre ça et les sprinters en rajoutant un tour, mais est-ce que ça va changer grand-chose? Je ne sais pas. Peut-être s'il ne pleut pas, oui, peut-être. Maintenant, quitte à faire par Montmartre, je préférerais qu'ils fassent un an sur deux. Un an sur deux pour sprinter, un an sur deux comme là, en 2025. Ouais, c'est Mm. peut-être la culture de l'instant, effectivement, qui marche dans les deux sens ici, c'est-à-dire qu'on a effectivement ce souvenir mémorable du passage en 2025, qui était un moment assez grandiose pour le cyclisme de la saison 2025. Là, je vous renvoie à un autre épisode qui sortira aussi bientôt. Mais oui, j'ai- les Champs-Élysées, il a fallu le temps aussi. Évidemment, c'est l'avenue du monde, donc très vite, de manière populaire, ça a été accepté. Mais il a sans doute fallu aussi quelques années. Moi, j'étais pas encore né, je pense, mais pour digérer le changement d'arrivée du Tour de France, qui était systématiquement avant ça, c'était au Parc des Princes, je pense, enfin, peu importe. Euh, donc voilà, c'est un changement. On vient en fait rompre une tradition
pour peut-être créer une nouvelle tradition qui, d'un point de vue populaire, est tout aussi alléchante, mais n'est pas encore une tradition. Donc voilà, c'est peut-être trop tôt finalement pour juger du fait de revenir une deuxième fois consécutivement sur ce final en fait à Paris. Après, c'est vrai que je trouve que sur un tel tour aussi montagneux, encore remettre sur la dernière étape. En plus, on vient d'en parler, l'étape précédente qui aurait été un monstre j'ai vu passer quelque part, je pense que c'est l'étape où il y a le plus de D+, depuis 2000, un truc comme ça, ou bien il y en a eu une, je pense, en 2000 qui était plus, comment, il y a un dénivelé plus important encore, mais qui faisait 240 km. Ici, on n'est pas sur 200 km pour l'étape où il y a 5600 D+. Donc, c'est énormissime. Et 2006. donc, bah, derrière, voilà, viens avec les Champs-Élysées ou les sprinteurs qui auront eu le courage d'aller jusque-là, d'atteindre cette deuxième Mm. fois consécutive d'Alpe d'Huez, tu vas même pas leur offrir la possibilité, parce qu'effectivement, si tu mets 3 tours de Champs-Élysées derrière 3 fois Montmartre, tu auras le succès à Montmartre, le succès populaire, pardon, et tu auras encore quand même un sprint massif à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Et là, c'est de nouveau offrir la possibilité aux gens qui se seront illustrés dès le tout premier jour dans le chrono par étape sur la montée du stade olympique à Barcelone, eh ben encore jusqu'au bout du bout de s'illustrer encore. Et ça, c'est regrettable parce que c'est de nouveau mettre tout le focus. C'est cette Netflixisation du Tour de France que je trouve assez détestable et qui, Mhm. moi, me fait un peu de la peine, mais qui, peut-être, d'un point de vue populaire, au niveau du grand public qui ne regarde que le Tour de France et qui ne regarde que enfin, le vélo qu'une fois par an, va adorer. Je sais pas si c'est ça, mais donc voilà, je m'écoute parler parce que du coup, en conclusion, non, je suis pas content. Mhm. Ouais, bah tu vois, moi je suis un suiveur plus que, que juste Ah, Netflix c'est bien. et en gros ça me plaît. Après je suis d'accord avec toi sur quand tu prends tout dans son ensemble, que dès le départ les sprinteurs ils peuvent pas aller chercher le maillot, que tu termines par ça. Après ils viennent de se taper 3 étapes assez incroyables pour eux, beaucoup trop dures. Donc voilà, sur la globalité oui. Après, enfin moi je m'en suis jamais caché. Moi la parade des Champs-Élysées, j'ai jamais accroché avec ça et je trouve que Montmartre, Paris mérite un show où on passe par Montmartre, etc., je trouve, et ça Mhm. rajoute quelque chose. En plus, c'est aussi un terrain de jeu qu'il n'y a pas toujours pour des mecs comme on a vu Van Aert cette année ou pour Van Der Poel. Donc je trouve ça bien, on retrouve les hommes du printemps, les grandes stars. Globalement, moi je suis assez pour, j'espère juste qu'on gèlera pas les temps, parce que ça par contre Mhm. ça m'avait un peu gonflé, mais Mais alors, est-ce que l'intérêt ne serait pas d'offrir entre la fin de la haute montagne et cette étape de Montmartre une dernière étape pour les sprinteurs? bien sûr que Oui, si. Bien bien sûr Parce que que sûr. si, oui, oui. on a beaucoup critiqué dans le petit plateau, hein, notamment une attitude à la Mathieu Van Der Poel qui vient écraser la concurrence en première semaine et puis qui Mhm. décide de rentrer chez lui pour se préparer pour d'autres objectifs. Mais ici, quel sprinter qui n'a pas le maillot vert sur les épaules, peut-être le deuxième, même si le deuxième au classement du maillot vert sera peut-être Pogacar, mais quel sprinter va se dire au soir de Voiron de la 17e étape, est-ce que je ne vais pas rentrer chez moi? Je vais me farcir Orsières-Mellet en course de côte, l'Alpe d'Huez en course de côte, la plus dure étape du Tour de France de l'histoire de ce 21e siècle. Et puis après, je pourrais même pas aller tenter quelque chose sur les Champs-Élysées. Je trouve que c'est un manque de respect pour 90% du peloton, en fait, tout bêtement. Ouais. Mhm. On va voir des Cipollini. Mais oui, oui. Et en plus, j'étais pas pour les champs, mais c'était quand même mythique pour les sprinteurs. Donc voilà, c'est aussi goût personnel hein, qui fait ça. Mais Bien par sûr. contre, quoi qu'il arrive, une étape entre, ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Il aurait fallu mettre ça. Je sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter ou si on a fait le tour de. De toute façon, on en reparlera en Oui, bien sûr. 2026, hein, plus en Bien sûr. détail et avec les participants, les forces en présence, etc. Moi, je vais vous laisser, mais je vais quand même noter 2 choses et je vais les répéter haut et fort à la fin de cet épisode pour que nos auditeurs puissent prendre leurs dispositions, parce qu'on sait que c'est de plus en plus dur, enfin en tout cas dans certaines boîtes, de prendre ses congés, il faut s'arranger à l'avance, etc. J'ai donc retenu 9e étape, c'est le 13 juillet, si le site où je suis allé voir est correct, c'est un lundi. Et alors j'ai une bonne nouvelle pour vous et pour toi Romain, tu voulais poser un congé. Le Markstein, la 14e étape, c'est un samedi, c'est parfait, il n'y a Parfait. pas besoin de poser un congé. Donc voilà,
9e et 14e étape, je me régalerai déjà de ces 2 étapes-là, je n'en doute pas vu votre petite présentation. Bon, d'ici là, on se régalera de plein d'autres courses et on se régalera surtout des prochains épisodes du Petit Plateau pendant cette intersaison. Donc restez bien attentifs et je vous dis à très bientôt. Ciao, Ciao! ciao, à bientôt. Ciao, ciao!